Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve dans ce nouvel épisode pour parler de la lettre qui a été publiée par le patron de BlackRock. Et dans cette lettre, il parle notamment du Bitcoin et de la technologie de la blockchain de façon générale qui pourrait aller impacter le dollar, faire aussi beaucoup de disruptions. Mais qu'en est-il vraiment? Qu'est-ce qui a été dit? On va aller regarder ça en détail. Et dans cet épisode, je souhaite aussi aller un petit peu plus loin et notamment m'intéresser à tous les changements que ça va apporter pour pas mal d'entreprises et des changements bien concrets, notamment sur les banques ou encore les services de paiement et la disruption que ça pourrait avoir donc sur des actions concrètement en bourse. Ce que j'ai fait donc, c'est que j'ai pris la lettre et je l'ai mis avec mes annotations à côté, comme ça va nous permettre de suivre un petit peu le fil conducteur. Tout d'abord, il précise que le dollar, c'est jusqu'à maintenant et depuis assez longtemps une réserve mondiale, c'est-à-dire que la plupart du business est fait en dollars, les matières premières, les commodités, etc. sont échangées en dollars. Mais évidemment, avec la perte de la confiance, notamment due au déficit excessif qu'ils ont et à la dette qui monte, eh bien, BlackRock voit une perte possible de cette dominance du dollar et ils disent que ça pourrait être récupéré notamment par un actif digital comme le Bitcoin. Et comme je vous le disais, après, on va aller un petit peu plus loin que le Bitcoin et que le dollar, mais on va aussi parler de tous les changements que ça peut apporter pour moi dans la finance, qui est clairement archaïque, comme l'explique Larry Fink. Et évidemment, il prêche aussi sa propre paroisse, je tiens à le dire, puisqu'ils ont un ETF Bitcoin. Donc, il faut prendre ça en compte. Après, je vais vous relire ce petit texte que j'avais écrit et qui est assez important parce qu'il explique en quelques mots pourquoi je me suis intéressé aux cryptoactifs dès 2020 et pourquoi j'ai voulu rentrer dessus. Si on parle donc de décentralisation et d'échange de valeur, on entend souvent dire que les cryptoactifs, ils produisent rien. Et au sens qu'on n'est pas sur une entreprise qui aurait un chiffre d'affaires, des marges et des bénéfices, c'est vrai. Et d'ailleurs, j'ai jamais fait une analyse conventionnelle sur un cryptoactif. Pour moi, ce n'est pas comme une entreprise. Et si on ne croit pas en l'avenir de la technologie, fin de l'analyse, évidemment. Par contre, pour moi, je vois des vrais risques asymétriques. J'entends par là que ça peut aller à zéro, mais si ça ne va pas à zéro et si la technologie est adoptée et devient pertinente, eh bien, on peut aussi aller très haut. Et c'est pour ça que je me suis intéressé à l'époque. Notamment, il suffit d'avoir vécu à l'étranger, ça a été mon cas pendant plusieurs années, et d'avoir un jour essayé d'échanger de la valeur à l'autre bout du monde, par exemple, pour très vite comprendre que les systèmes décentralisés, ils produisent quand même de la valeur, même s'il n'y a pas un chiffre d'affaires. Un exemple, si vous voulez faire une transaction à tout moment, à très faible frais, rapidement, sans attendre l'ouverture du bureau de banque le lundi matin après que la personne ait bu son café s'il veut bien vous répondre, avec un suivi et une transaction écrite et visible de tous et non seulement des institutions financières. Quand vous avez dit ça, vous commencez à voir qu'il y a quand même de la valeur dans la technologie blockchain et dans les cryptoactifs pour moi. Et ça, c'est de la valeur, et sans évidemment parler du côté inaltérable des règles du jeu, le fait qu'on puisse pas en imprimer plus des bitcoins, etc. Et là, c'est plus un passage qui s'attaque directement aux monnaies fiduciaires qui, elles, peuvent être imprimées par les États. BlackRock nous explique ensuite que pour eux, la finance décentralisée, c'est une innovation extraordinaire parce qu'elle rend les marchés plus rapides, moins chers et plus transparents. Et pourtant, cette même innovation, elle pourrait aussi, du coup, attaquer les avantages économiques, par exemple, des États-Unis, notamment face au dollar, parce qu'on peut évidemment avoir des peurs sur les monnaies fiduciaires. On parle du dollar, mais il y a plein d'autres monnaies sur lesquelles on a des peurs et de la perte de confiance, et les règles du jeu ne peuvent pas être altérées avec Bitcoin. Alors après, je tiens à le dire, personnellement, je ne vois pas le Bitcoin devenir une monnaie. Je pense pas que ça soit sa vocation. Par contre, la technologie qui l'a popularisée, à savoir la blockchain et la tokenisation, là, je pense qu'il va se passer beaucoup de choses. Et on peut déjà d'ailleurs parler des stablecoins, aujourd'hui, qui sont très représentés et majoritairement en dollars et qui sont utilisés d'ores et déjà. C'est-à-dire que pour transférer du dollar, vous pouvez demander à votre banque d'envoyer de l'argent à une autre banque et rencontrer toutes les galères administratives d'un système complètement archaïque, et ils en parlent d'ailleurs un petit peu plus tard dans la lettre. Ou alors vous pouvez avoir un stablecoin qui représente un dollar et faire une transaction instantanée sur la blockchain. Et ça fait clairement partie de la finance décentralisée, et je comprends quand ils disent que c'est extraordinaire parce qu'en effet, c'est un outil ultra puissant à mon avis. Et c'est ce qui nous explique un petit peu plus loin en nous parlant du système actuel. Je vais vous lire ces trois passages parce qu'ils sont très pertinents pour moi. D'abord, ils nous disent que l'argent du monde circule à travers une plomberie qui a été construite à une époque où les salles de marché résonnaient encore de cris et où les fax étaient révolutionnaires. En gros, ils vous parlent de l'époque où on n'avait pas encore mis de l'informatique dans les marchés financiers et où les échanges se faisaient par téléphone et directement en parlant entre personnes à la bourse, hein. Et aujourd'hui, évidemment, beaucoup de choses ont été facilitées avec l'informatique, mais il y a encore des grosses aberrations et des grosses questions à se poser, notamment le fait que les marchés ne soient pas ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le fait qu'on doit toujours passer
passer par des courtiers alors qu'on pourrait parfaitement vérifier l'identité d'une personne avec la blockchain, etc. Et ça, ils en parlent sur la tokenisation et je vous lirai un petit peu plus tard justement ce qu'ils voient de bénéfique dans la tokenisation. Deuxième extrait, ils disent qu'aujourd'hui, s'appuyer sur le système Swift, ça revient à acheminer des emails par la poste. Donc, c'est clairement archaïque comme système. Et d'ailleurs, si vous avez essayé de faire des transferts, vous voyez bien que c'est très compliqué, surtout entre pays. Et évidemment, la tokenisation, ça change tout cela. Et le système Swift qui est comparable tout simplement à la poste, la tokenisation, elle est comparable à un email. Et vous vous rappelez qu'il y a eu une époque où on disait, mais pourquoi les emails serviront à quelque chose? On a la poste. Et aujourd'hui, évidemment que le business de la poste, c'est plus les lettres. Et si avec les lettres, il se porterait mal. Et d'ailleurs, je pense que la poste dit un grand merci à Amazon. Bref, les actifs, ils se déplacent directement et instantanément avec ces nouvelles technologies et on évite tous les intermédiaires et la bureaucratie. Juste avant de passer sur l'aspect bourse et la conclusion que je veux aussi vous faire sur les entreprises qui pour moi vont vraiment être impactées par ces technologies, je vais vous lire les deux petits passages sur la tokenisation parce que je trouve qu'ils l'ont très bien résumé, donc je vous les traduis. Alors, ils nous demandent qu'est-ce que la tokenisation exactement. Pour eux, c'est transformer des actifs du monde réel, donc actions, obligations, immobilier, etc., en des jetons numériques échangeables en ligne. Chaque jeton certifie votre propriété d'un actif spécifique, un peu comme un acte numérique. Et du coup, il n'y a pas d'intermédiaires qui sont là pour prouver que c'est vous le propriétaire, puisque c'est la blockchain qui le fait et c'est visible de tous et vérifiable par tous. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a été introduit avec Bitcoin et qui s'est ensuite beaucoup popularisé. Et donc, contrairement à des certificats papier, ces jetons ils résident en toute sécurité, comme je vous le disais, sur la blockchain et ils permettent donc l'achat, la vente et le transfert instantané sans éviter toute la paperasse, l'administratif, le fait que les employés soient là ou pas là, qu'ils soient malades ou pas malades, qu'ils répondent au téléphone, etc. Qu'on soit soumis au bon vouloir des banques. Et je pense que vous comprenez un petit peu plus tard ce que je vais vous dire sur les banques. Et donc chaque action, chaque obligation, chaque fonds, chaque actif peut tout simplement être tokenisé. Et si on arrive à le faire, et BlackRock pense que ça pourrait arriver, ça va être une vraie révolution dans le monde de l'investissement. Les marchés financiers n'auront plus à fermer. D'ailleurs, Bitcoin s'échange 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La bourse, ce n'est pas le cas. Et les transactions financières pourront être faites en quelques secondes et on pourra envoyer des très gros montants avec des frais beaucoup plus faibles qu'actuellement. Et ça évitera aussi d'immobiliser de l'argent lors des transferts et enlèvera plein de problèmes et plein de frictions qu'on a aujourd'hui avec les systèmes financiers qui ont des dizaines d'années et qui ne sont pas du tout à l'ordre du jour d'un point de vue de la technologie. Maintenant, je voulais arriver à la conclusion sur certaines entreprises qui, pour moi, vont vraiment devoir prendre un tournant, sinon elles pourraient se faire disrupter, comme d'autres entreprises à l'époque qui n'ont pas pris un tournant technologique se sont fait disrupter. J'avais déjà évoqué que je n'aime vraiment pas certaines entreprises qui ne sont pas là pour aider le client. Par exemple, type les anciennes banques qui ne sont pas du tout orientées satisfaction du consommateur, mais qui bien au contraire ont un petit peu un monopole et donc globalement se moquent un petit peu de la satisfaction client. On pensera aussi aux entreprises de paiement qui ont des frais très élevés et pour toute personne qui a un petit business, une entreprise, etc., eh bien, ce n'est pas les entreprises qui sont fortement appréciées. Et d'ailleurs, on commence à voir sur le terrain des disruptions qui arrivent. Vous avez par exemple Cash App et Venmo aux États-Unis où les petits artisans, les personnes se font directement payer sur ces applications et donc on court-circuite les cartes bancaires et les systèmes de paiement. C'est pas encore à 100% parce qu'il faut toujours alimenter ses comptes avec un compte bancaire, mais il n'empêche qu'on commence à voir des choses. Et je vous parle même pas de ce qui se passe dans d'autres pays avec Weixin, Chufuba, GoPay, etc. Si vous êtes allé en Chine ou en Indonésie, Malaisie, etc., vous connaissez tous ces systèmes de paiement et personnellement quand j'y vais, je vois la révolution qui est en train d'avoir lieu par rapport à la bonne vieille carte bancaire. Et de la même façon, dans les banques et les courtiers, on voit des gros changements. Regardez Robinhood, regardez Sofa, et regardez en France, je crois que vous avez tous les courtiers en ligne, etc. Je n'ai plus les noms, mais bref, il y a clairement la disruption qui est en train d'avoir lieu et des banques se font prendre des parts de marché. Surtout qu'on a beaucoup d'argent qui va être transféré des anciennes générations vers les nouvelles générations et ces nouvelles générations vont choisir des services qui leur ressemblent et dans lesquels ils trouvent plus de satisfaction client. Et donc, c'est ce que je vous dis ici, quand votre business va bien, non pas car vous aidez les clients, mais car il n'y a pas encore d'autres solutions et en fait, vous utilisez un petit peu l'abus du monopole parce qu'il n'y a pas trop d'autres solutions disponibles, bah, ça peut tenter des entreprises et des personnes de venir vous disrupter. Et c'est en train d'avoir lieu. Quand vous avez une entreprise ou un service qui n'est pas vraiment satisfaisant, évidemment que des entrepreneurs vont venir s'y attaquer. Surtout si ces entreprises vivent sur leurs acquis et qui manquent d'agilité et d'innovation.
Donc je le dis encore, pour moi, il va y avoir de grands changements et de la casse, par exemple, dans les banques et les systèmes de paiement, comme Internet a fait énormément de mal. Regardez ce que Netflix a fait aux loueurs de DVD, regardez ce qui s'est passé dans des entreprises qui avaient pignon sur rue, la vente physique, et maintenant, avec Internet et la vente en ligne, vous avez énormément d'entreprises qui ne peuvent pas rivaliser parce que il n'y a pas les stocks, il faut de l'inventaire. On est en local contre un système qui est complètement décentralisé. Enfin bref, Internet a fait des disruptions absolument phénoménales, je pense que vous le savez. Et je pense qu'il y aura d'autres secteurs qui vont justement se faire attaquer. On pense aux moyens de transport, secteur dans lequel il n'y a aucune innovation. Les véhicules, ils n'ont pas changé depuis 50 ans. On a rajouté un écran tactile et des choses comme ça, un peu de sécurité actif, mais les véhicules se conduisent toujours pas tout seuls. Il y a un moment quand même, je pense que l'humain va y arriver. On pense à la santé qui se repose aussi beaucoup sur ses acquis, et c'est les secteurs dans lesquels il y a de la disruption parce que d'autres entreprises commencent à avoir beaucoup d'agilité et d'innovation. Et si je vous dis tout ça, c'est parce que nous, en tant qu'investisseurs, on peut en profiter clairement. On peut repérer des entreprises dans ces secteurs qui sont en train de faire de grands changements. On a eu tout le secteur de la technologie, comme je vous le disais, qui a disrupté avec Internet. Je pense qu'il va se passer aussi des choses dans le médical. Vous savez que je m'y intéresse beaucoup. Je regarde aussi de plus en plus les courtiers, les paiements, parce que je pense qu'il y aura de la disruption dans les banques, etc., etc. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler, parce que la blockchain et Bitcoin, on peut en parler, parce que c'est en train d'essayer de disrupter le système financier, mais on peut ouvrir le débat à beaucoup d'autres secteurs, et en tant qu'investisseur, je pense que c'est important. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. Je voulais vraiment vous parler de cette lettre, parce que ce passage, je le trouvais intéressant, et de la façon générale, je la regardais un petit peu. Ils ont d'autres passages aussi sur l'évolution des populations, la démographie, très intéressant. C'est un petit peu comme le rapport de JP Morgan, j'aime bien le regarder chaque année. Je vous souhaite une excellente journée, j'ai encore fait une tangente et on se retrouve très vite pour un prochain épisode.